qui nous touche. Alexandre, donc les rumeurs vont bon train concernant le remaniement ministériel. Oui, et quand on collige tout ça, on se dirige vers un remaniement ministériel qui aurait lieu ce mercredi. C'est vraiment la date là, qui circule à plusieurs endroits. Maintenant, qui accéderait au Conseil des ministres, qui le quitterait? Mettons en commun notre mémérage. Là, ouais. D'abord, ce qui est certain, c'est que ce qu'on avait entendu la semaine passée, puis qui a été fait par d'autres chefs avant François Legault, quand tu arrives à un remaniement là, de fin de mandat, tu fais une tournée pour savoir qui se présente, qui se représente pas. Parce que là, tu vas pas nommer au Conseil des ministres quelqu'un qui se représente pas. Exactement. Et donc, là, il y a les noms qui circulent comme André Lamontagne ne se représente pas, il sera plus au Conseil des ministres. Suzanne Roy se représente pas, il sera plus au Conseil des ministres. Ça libère des places. Bon, là, il y en a déjà une qui est partie. La ministre de la Forêt, la ministre des Affaires municipales pour aller se présenter à la mairie de Saguenay. Donc ça libère des places pour rentrer des nouveaux visages au cabinet. Mais comment je dirais ça? Puis il y a d'autres mouvements là, qui se présentent. Ça brasse là, ces jours-ci présentement. Il y a d'autres gens qui vont quitter le cabinet. C'est pas les seuls noms. Il y en a d'autres. Mais mettons Suzanne Roy, ministre de la Famille présentement. Mettons les mauvais sondages de la CAQ. Tu penses-tu que le problème, c'est Suzanne Roy? Je pense pas, non. C'est pas le premier nom qui me vient en tête. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, ce que j'entends, c'est que les agriculteurs, ils l'aiment bien. Fait que si la CAQ est à 17 % tu penses que c'est de la faute à André Lamontagne? C'est pas elle qui est dans le champ. Ouais. Puis là, mettons que tu rentres là, un nouveau visage, un nom qu'on connaît pas. Là, tu le nommes, mettons, à la place d'un de ceux-là. Il y en a qui circulent, entre autres, là, de la Société d'État, ce qu'on avance ce matin. Éric Girard, l'autre Éric Girard. Ouais, mais c'est parce que ça s'en prend un au Lac-Saint-Jean. C'est ça, peut être Yannick Gagnon aussi. Oui, après ça, Mathieu Lévesque en Outaouais, Samuel Poulain. Samuel Poulain fait de bonnes choses en Beauce. Jean-François Simard à Québec, qui est proche du premier ministre, là, qui tourne autour du premier ministre depuis quelques temps. Mettons, prenons lui, Jean-François Simard. Bon, tu le nommes à la famille à la place de Suzanne Roy. Est-ce qu'il y a un effet Jean-François Simard? Non, mais, on rit, je veux pas être méchant, mais c'est ça. Tu sais, les gens disent, OK, là, c'est un nom, on le connaît pas vraiment. Peut-être lui, il est à la scène politique depuis longtemps, il y a un petit peu de gens qui le connaissent, mais tu sais, dans le grand public, là. Fait que, tu sais, l'idée que le remaniement va être la solution à tous les maux, il y a deux affaires. Les problèmes de la CAQ, présentement, c'est un parti qui a plus de messages. Il y a des crises qui font mal, mais il n'y a plus de messages forts sur... C'est quoi le parti? Qu'est-ce qu'ils font présent? Premier mandat, là, c'était clair. Économie, identité, là, ça ne l'est plus. Puis l'autre affaire, c'est le problème du chef. Là. Les gens sont tannés de François Legault. Fait que, tu sais, il faut que lui répare les deux, là. Qu'il se redonne un élan personnel, puis qu'il se redonne des thèmes. Puis... Mais, tu sais, l'idée qu'on va enlever 3-4 ministres, puis en plus, ben, moi, je pense souvent, là, les ministres présentement, on a l'impression que les ministres qu'on enlève, on les déplace pour les déplacer. Là, c'est-à-dire que, comme on veut faire un gros changement, on déplace des gens, même s'il n'y a pas vraiment d'insatisfaction dans leur ministère, puis même si c'est pas vraiment eux le problème, puis tout ça. On se dit, faut brasser, il faut changer du monde, faut changer des visages, faut changer du monde de place. Ben, à un moment donné, est-ce que tu changes pour changer? Probablement que pour une partie, ça va être ça. Là. Est-ce que c'est le cas, par exemple, de Mme Guilbeault? Je recevais hier Bruno Marchand, le maire de Québec, à Salut Bonjour. Je lui posais la question un peu, c'était quoi ses attentes en lien avec le remaniement ministériel? Puis bon, il veut que la capitale nationale soit prise en considération. Il a eu de bons mots pour Jonathan Julien. Mais là, j'ai demandé... Vous avez des gros projets, entre autres, au niveau du transport. Voyez-vous d'un bon œil, exemple, un changement à ce ministère-là? Donc là, il a dit c'est de notoriété publique, mes conflits, mes désaccords avec Mme Guilbeault. Et il a terminé sa réponse qui était quand même habile en disant quelque chose comme ben là, moi, je veux avoir, on souhaite avoir quelqu'un qui a le transport collectif à cœur. Mais là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que dans son esprit, Mme Guilbeault ne l'avait pas? Si on interprète un peu ses paroles. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que normalement, tu devrais souhaiter un élu t'es le maire de Québec, tu devrais souhaiter un élu de la région de Québec. Mais là, le piège pour Bruno Marchand, c'est qu'il serait quasiment mieux d'avoir un ministre des Transports qui n'est pas de Québec. Parce que le tramway n'est pas populaire dans la région de Québec. Puis en particulier, les circonscriptions où le tramway est populaire, c'est celles qui sont représentées par Québec solidaire. Donc les circonscriptions de la CAQ, que la CAQ a et veut garder, sont des circonscriptions où le tramway est impopulaire. Fait que là, tu nommes un ministre des Transports de Québec,
lui, là, dans sa population, pour être élu, il faut qu'il soit contre le tramway. Mais là, en fait, il faut qu'il réalise le tramway, mais en parlant contre, pour avoir les votes. Fait que Bruno Marchand est un peu piégé de ce point de vue-là. Tu sais, c'est que t'as un projet dans ta ville, mais il est pas populaire dans la population. Là. Une majorité de la population en veut pas. Fait que, tu sais, c'est... Mais là, en même temps, les élections la première étape pour Bruno Marchand, c'est de passer ces élections municipales. Là, présentement, les erreurs de Sam Hamad semblent l'aider. Oui, j'ai conseillé de se tenir loin des jeux d'eau, M. Marchand. Ah, OK, c'est pas fou. Sondage léger, c'est commandé par les policiers de Montréal, la Fraternité, mais on a notamment sondé les intentions de vote des Montréalais. Il y a deux volets très intéressants. Oui, les intentions de vote et la sécurité. Commençons par les intentions de vote. D'abord, 61% des électeurs montréalais veulent du changement. Le problème, quand on regarde les chiffres, c'est que visiblement, ils ne savent pas pour qui voter parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement les candidats. Peut-être un déficit de notoriété. Regardez bien les chiffres. Là. 18% des répondants appuieraient Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal. 15% pour Luc Rabouin de Projet Montréal. Ça fait 33 total. Ça fait 33 au total. Fait que 66 votent pas pour les deux principaux candidats ou savent pas. Ou... 41% ne savent toujours pas pour qui voter. L'élection, c'est début novembre. L'autre volet, c'est le volet sécurité. On parle souvent du sentiment de sécurité à Montréal. Il y a toutes sortes d'incidents qui font les manchettes. Vous avez peut-être vécu même sur la rue des altercations ou des rencontres un peu intimidantes ou quoi que ce soit, dans toutes sortes de contextes. Alors, 75% des répondants se sentent quand même assez en sécurité à Montréal, mais 55% pensent que Montréal est moins sécuritaire qu'il y a 10 ans. Donc, on se sent en sécurité, mais moins qu'il y a 5 ans, pardon. Parce que les chiffres du SPVM démontrent qu'il y a une baisse de criminalité, mais ce que d'autres nous disent, c'est que la criminalité, c'est juste c'est diversifié. Ouais. Fait que les chiffres, faut pas trop s'y fier parce que c'est juste que ça s'est diversifié. C'est ce que certains agents nous racontaient cet été. Oui, puis tu as reçu Fadi Daguerre, oui, d'ailleurs, toi aussi, cet été. C'est lui qui me disait que les chiffres avaient baissé, mais d'autres me disaient, oui, mais c'est parce que la criminalité a juste changé de place. Ça, c'est... Mais ça, les chiffres sur la criminalité, ils ont eu le débat aux États-Unis autour de la ville de Washington. Les autorités de la ville disaient la criminalité a baissé, le nombre de meurtres Mais tu sais, le sentiment de sécurité dans la population n'a jamais été pire. Là, donc, dis-moi pas que le Donald va envoyer la Garde nationale à Montréal. C'est pas ça que tu vas nous annoncer ce matin. Je pense pas, non. Mais bon, il y a aussi le financement de la police. Hein. Il y a eu ces mouvements pour définancer la police. Selon ce sondage-là, 42% des répondants estiment qu'il faut investir davantage dans la police. Et quels sont les principaux enjeux reliés à la sécurité publique? 15% itinérance et pauvreté, 11% tout ce qui est en lien avec les gangs de rue, 10% l'immigration et 6% la sécurité routière. Et pour revenir sur la mairie, c'est sûr que c'est un sondage qui est très inquiétant pour Projet Montréal, parce que souvent, la question centrale d'une élection municipale, c'est on garde le maire ou on change. Là, dans ce cas-ci, la mairesse Plante ne se représente pas. Fait qu'on garde le maire, de toute façon, ça va être un changement, mais est-ce qu'on garde le même parti? La volonté de changement devrait inquiéter Projet Montréal. Mais avec un chiffre comme ça, normalement, Soraya Martinez-Ferrada devrait être 20 points en avance, tu comprends? Avec une volonté de changement aussi forte, elle devrait être très en avance. Alors, est-ce que sa campagne est trop prudente? Moi, je trouve que plusieurs de ses prises de position se démarquent pas fort là, de Projet Montréal. On est proche, on est différent par une... prières de rue, les cyclables. On est différent par une nuance, tu sais, mais... on se démarque pas beaucoup et peut-être ce qui explique ce sondage-là. Mais même vous qui suivez l'actualité, êtes-vous capable de résumer en une phrase les promesses de chacun? C'est Projet difficile. Montréal, oui. Là, je veux dire, c'est toutes les obsessions. On le connaît, ils sont au pouvoir. Là, mais on les les connaît. Les trois autres? Ben, c'est ça. Est-ce que c'est radicalement différent? Soraya Martinez. Les autres partis, on les connaît peu, sincèrement. Là, mais c'est très, très beige, là, jusqu'à date. Ça. C'est pas excitant. Là. On est à quoi? Même pas 2 mois là, du vote, là, puis c'est pas excitant. Là. Non, puis il n'y a pas de personnalité connue, parce que dans le passé, on a déjà vu vraiment à Montréal des gens très, très connus qui arrivaient à la mairie. Non, là, on n'est pas là. Là, ce sont des candidats moins connus. Enfin. C'est assez spécial ce qu'on a retrouvé hier dans la rivière des Prairies. Oui, dans Montréal-Nord. Écoutez, c'est une tête humaine qui a été retrouvée dans la rivière. Ça s'est produit là, vers 15 heures. Les policiers sont appelés là, à intervenir pour initialement, quand les appels au 911 rentrent là, pour une partie inerte du corps dans les eaux. C'est entre l'île de Montréal et l'île Jésus. Là.
Et selon les informations de nos collègues du journal ce matin, donc ce serait une tête qui serait restée dans l'eau durant plus de 24 heures. Alors, les résidents du quartier, on comprend, étaient choqués d'apprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, on comprend que c'est pendant plus de 24 heures, c'est pas pendant 6 mois, là. C'est pas une vieille, c'est quelque chose donc, ce serait récent. relativement récent, effectivement. Alors, périmètre de sécurité en bordure de la rivière des Prairies, le long du boulevard Albert-Brosseau, entre Drapeau et Henrietta. Et là, les enquêteurs sont dépêchés sur place pour faire la lumière là-dessus. Là, les policiers disent trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un geste criminel. C'est parce que... Ben voilà. Regarde, une tête, là, ça se retrouve pas de même dans la rivière des Prairies. Moi, en tout cas... Ça, il y a un point de rupture où je comprends le langage policier, on veut pas nuire à l'enquête. À un moment donné, on décroche. À un moment donné, c'est ça. Là, à un moment donné, dites-nous l'évidence. Parce que sinon, ça tourne au ridicule. Là, dis-nous au moins, on suspecte fortement un geste criminel. Tu sais, alors ça... trop tôt. Aujourd'hui, on va bien sûr continuer de suivre l'évolution là, de cette situation-là. C'est une nouvelle extrêmement troublante, encore une fois. Surprise, je pense, pour beaucoup de gens, parce que ça avait été un traumatisme pour bien des voyageurs, la grève chez Air Canada. On nous avait dit entente de principe avec le syndicat, on pensait que c'était réglé. Il restait le vote des employés. Mais j'avoue, quand j'ai vu le chiffre en fin de semaine, la mâchoire m'a décroché, là. Le message peut difficilement être plus clair. Hein? Les agents de bord ont rejeté cette entente-là à 99,1 %. Air Canada, là, tout de suite, est sorti en disant, écoutez, là, les vols vont continuer d'être assurés, il n'y aura pas d'interruption de travail. Et là, le syndicat est un peu plus flou, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas confirmé s'il y a des moyens de pression ou non à l'heure actuelle. Mais là, ce qui choque vraiment... Le syndicat donne, en passant, on les a invités ce matin, aucune entrevue aussi, pour l'instant. Je les ai invités en fin de semaine. Donc là, on étudie ça. Ouais. Moi, ce que j'entends, parce qu'à l'interne, là, je connais des agents de bord, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne prévoit pas faire la grève. Il semble qu'un des mots d'ordre qui avait circulé, là, je ne veux pas triturer leur pensée, mais parmi les employés, c'est que l'entente au niveau salarial n'était pas bonne au point où on est mieux si on allait juste voir un médiateur, on aurait plus. Là. Parce que ça, c'est la prochaine étape. Là, médiateur, arbitrage, si jamais il n'y a pas d'accord qui est conclu avec le médiateur. Eux, ils font le calcul que s'il y avait juste une décision d'un arbitre, c'est mieux que ce qu'ils ont sur la table. Il y aurait plus que ce qu'il y a sur la table déjà. Et qui n'ont pas l'air satisfaits de ce qui a été négocié jusqu'à maintenant au niveau salarial. Puis il y a encore cet enjeu-là de payer le travail au sol et à quel pourcentage, là, disons. Là, ce serait à moitié dans l'entente actuelle. Pourquoi ils seraient payés juste à moitié? Alors que les pilotes sont payés au complet. Ben oui, mais je veux dire, à partir du moment où tu arrives à l'aéroport, là, bon, je veux dire, t'es pas là, tu fais pas du tourisme. Mais là, non, tu fais pas du là pour bénévolat. travailler. Pourquoi ton travail serait payé à 50 %? Et rapidement, autre crise politique en France. En fait, ça se joue là, dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Là. L'heure de vérité qui approche pour le gouvernement français. Encore une fois, une crise. Cette fois-là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement français se soumet à un vote de confiance au cours de la journée. Donc, à 9h, à notre heure, à nous, les députés français à l'Assemblée nationale vont commencer à voter. Et là, tout indique que le gouvernement de François Bayrou a de fortes chances d'être renversé. Pourquoi? Parce que toute la fragmentation politique, l'opposition au budget, ça a accentué cette crise politique-là. On va connaître les résultats de ce vote de confiance-là au cours de l'après-midi. Mais encore une fois, est-ce qu'on aura un énième premier ministre en l'espace de quelques années? Ouais, mais au-delà de la politique puis du changement de personnage au poste de premier ministre, c'est que les marchés financiers sont en train de devenir nerveux parce que le message, oublie les personnalités et les partis. Mm-hmm. Le message, c'est que la France est plus capable de se voter un budget rigoureux. Là. Tu comprends? Ils sont dans les dettes épouvantables. Et puis, dès qu'un gouvernement dit, là, il faut... C'est ce qui est arrivé à l'ancien premier ministre, c'est ce qui arrive à celui-ci. Dès qu'il dit, là, il faut prendre des mesures budgétaires difficiles, c'est pas compliqué. Tous les partis à gauche, à droite, l'extrême gauche vote main dans la main avec l'extrême droite, tout le monde ensemble pour dire on renverse, au nom de toutes sortes de problèmes, au nom que Macron est là depuis longtemps, on haït Macron, on est tanné de Macron, toutes les raisons sont bonnes, mais il reste qu'il n'y a plus de... Moi, ce que j'entends plus, c'est un sens de l'État, là, de dire, oups, il y a quelque chose de plus grave, de plus grand. C'est comme si la France fonctionne aujourd'hui à plusieurs partis politiques, puis tous les partis ont peur de disparaître, et c'est comme la partisanerie a pris le dessus. On va en parler dans quelques instants avec notre collègue Stéphane Bureau. On va parler sport. Tout de suite, Charles-Antoine, c'était le début de la NFL. On a eu tout un dimanche, plusieurs matchs...
spectaculaire. Je vais commencer avec un secret de coulisses. Oh. À quelle heure est-ce que tu t'es couché, Mario, hier soir? Je me suis couché à la demi Voilà. du Il y a une match phase du de dimanche 9h30. soir. Une phase de 9h30. Non, mais c'était plus tard que ça, 10 Ouais, moins 10, ouais, moins ouais, 10. ben, et je te dirais que moi aussi, je suis allé me coucher au début du troisième quart, la fin de match. Ouais, il fallait voir la fin de match, là. de ce dernier match du premier dimanche de la NFL. Les Ravens voguaient vers une victoire, les Ravens de Baltimore, dans ce qui était le duel du week-end, un avant-goût de la finale de l'américaine, peut-être. Baltimore-Buffalo, les Bills, l'équipe de mon papa. Nope. J'ai vécu l'enfance difficile avec 4 défaites consécutives au Super Bowl. On marqué 16 points dans les 4 dernières minutes. Dont un échappé de Derek Henry, Voilà. là, qui avait le match de sa vie puis qui a échappé le ballon au moment le plus Voilà, dramatique. le là. porteur des Ravens a donné une chance aux Bills et le botteur qui a botté le placement gagnant, Matt Prater, est arrivé à 40 Buffalo, ans. 41 ans, est arrivé à Buffalo jeudi matin sur ce qu'on appelle le Red Eye, là, le premier vol du matin parce qu'on cherchait un botteur. Hier, il a donné la victoire à son Il équipe. était comme à la retraite, ou en tout cas, Ouais. il était comme moi. hein. Il a donné la victoire aux Bills sans connaître le nom de ses coéquipiers. Aussi simple que ça. Il venait d'arriver, botte le botté gagnant, servir de bord, tout le monde est autour de lui. Vous êtes qui, vous? Oui, Non, exactement. Avez-vous votre carte d'employé? Pendant quelques minutes, il a été le héros du stade parce Ouais. qu'à Buffalo, il devait avoir de l'atmosphère, une remontée Ben, en fin de match. c'est Ça quoi? devait être fou dans le stade. Là. Au contraire, plusieurs personnes avaient quitté. Il avait quitté. Oui, parce qu'il était rendu 11h30, le temps de sortir du stade, tu sors fait. 80 000 partisans. Donc, Josh Allen, carrière gagnant, a dit, ben, plusieurs vont l'apprendre en arrivant à la maison, mais la prochaine fois, vous resterez jusqu'à la fin parce qu'on est une équipe cardiaque. Donc, on va s'en reparler un peu plus tard. Puis D'autres tennis, résultats. vite. Alcaraz, qui gagne le US Open, les 8 derniers titres du Grand Chelem, gagnés soit par Alcaraz ou Sinner hier, qui s'est incliné face à l'Espagnol. Il avait l'air en feu quand même hier, Alcaraz. Hein? Il n'y a pas un joueur, peut-être de l'histoire, aussi dynamique et rapide sur le court. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur de tous les temps, mais la façon qu'il bouge, c'est inarrêtable, ou presque. Décès chez Supertramp, un groupe mythique. Membre fondateur de la populaire formation, c'est Rick Davis qui nous a quittés à l'âge de 81 ans. I said, now what would you say? I'll be calling you a radical, a liberal, a fanatical criminal. Décédé le 5 septembre, dans l'État de New York, dans sa résidence de Long Island. Ça faisait 10 ans qu'il souffrait d'un cancer de la moelle osseuse. Très souffrant parce qu'il devait reprendre la tournée en 2015 parce qu'on sait que Supertramp a eu des hauts et des bas. Ça a été long quand même avec la carrière du groupe commence à prendre son envol. Au départ, quand ils ont lancé leurs premiers albums dans les années 70, c'était presque confidentiel. Ça a vraiment pris cet album-là avec Logical dessus pour prendre son envol. Je cherche le nom exact. Breakfast in America, leur 6e album, c'est là que c'est devenu un succès planétaire. Ils ont vendu des dizaines de millions d'exemplaires, quadruple disque platine, ils ont remporté 2 Grammys. C'est ce qui a fait prendre leur envol à l'international. Ils auront eu 11 albums studio, le dernier sorti en 2002, Slow Motion, mais il y a eu un bout quand même, là, où ils n'ont pas fait grand-chose dans les années 90, mais vraiment ce qui a fait en sorte qu'on les a pas revus, il y avait une tournée européenne de prévue en 2015, c'est la maladie qui semble avoir été très souffrante pour Rick Davis, entre autres. C'est un groupe qui a marqué les années 70. Puis encore aujourd'hui, quand on écoute leurs chansons, il n'y a pas une ride dessus. Give a little bit, oh, give a little bit of your love to me. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. C'était bon, hein? Oui. The Logical Song, là, ça, j'ai toujours C'est pensé que ça avait été écrit pour moi. Là. Ah ouais, pourquoi? Il y a une chanson logique. Droite, Rationnel. Voilà. cartésien, qui Pas manie the l'idée. emotional song, the logical song. Tu sais. C'était comme un bon mix des deux. OK.